Hello, everyone, and welcome to this third webinar in the series of... Bonjour à tout le monde et bienvenue à ce nouveau webinaire qui s'ajoute à ceux que nous avons déjà organisés. Je m'appelle Madeleine Kennedy et je travaille chez Education International, une fédération mondiale pour les éducateurs et les enseignants dans le monde. Je voudrais tout d'abord vous dire que cet espace est sûr et respectueux. Vous pouvez échanger entre vous en toute sécurité. Nous avons eu quelques trolls qui se sont insérés dans la chatbox la dernière fois que nous nous sommes réunis ainsi, mais j'espère que maintenant nous avons pris les mesures pour éviter cela. Comme vous le voyez, vous avez de l'interprétation en anglais, français, espagnol, arabe, russe, japonais, coréen et hindi. Pour les personnes de langue arabe, prenez le canal chinois et pour le hindi, l'allemand. Pour les questions-réponses, je vous prie d'utiliser le chatbox, disons pour les questions et réponses, mais tous les autres commentaires. Voilà, pour les questions-réponses, vous voyez questions-réponses en bas de votre écran à droite et sinon, vous pouvez converser par le chat, mais faites attention, n'écrivez rien d'inutile parce que cela surcharge les boîtes et on ne s'y retrouve plus après un petit moment. Merci beaucoup. Donc, c'est le troisième de nos webinaires organisés pour traiter des questions qui nous frappent depuis la récente pandémie. Les webinaires ont des orateurs qui vont parler de toutes les régions. Le premier webinaire s'appelait COVID-19, les travailleuses au premier plan. Les orateurs ont souligné la manière dont cette pandémie a mis au défi tout le monde dans toutes les sociétés et a souligné tout ce que les travailleurs et travailleuses font pour essayer d'en atténuer l'impact. Deuxième webinaire, mettre fin à la violence de genre au cours de la pandémie, soulignait l'augmentation de la violence à l'égard des femmes dans tous les secteurs pendant tout le confinement. Des appels très forts ont été envoyés pour que d'urgence, on signe la Convention 190 de l'OIT. Et nous avons l'heureuse surprise de dire que l'Uruguay a déjà adhéré à la Convention, ce qui nous laisse encore un pays, un espace d'un pays pour que cette Convention puisse être ratifiée et pour qu'elle entre en vigueur. Donc, nous avons quelques orateurs, 6 orateurs principaux et 3 interventions de la part des auditeurs. Chaque orateur va faire une intervention de 5 minutes et ensuite nous écouterons les questions qui nous viennent de la boîte questions-réponses. Nous allons ensuite revenir aux orateurs qui feront des interventions de 3 minutes, suivies à nouveau de questions. Et ensuite, nous terminerons. Notre premier orateur sera April Sims, secrétaire générale du Washington State Labor Council, de la Fédération américaine des organisations des
de l'AFL-CIO, un syndicat bien connu aux États-Unis et dans le monde. Derrière toi, April, se trouve une affiche qui nous met en plein au milieu de l'action que l'on ne pourrait plus ignorer actuellement, qui se passe actuellement dans le monde entier et qui souligne la nécessité de lutter contre l'injustice, la discrimination et l'inégalité raciale et de mettre fin à cette aberration. Peut-être pourrais-tu nous ajouter quelques mots pour nous dire ce que ce moment particulier signifie pour toi et signifie pour les changements qu'il faut apporter et ce que les syndicats pourraient faire pour changer la réalité que nous connaissons aujourd'hui. Bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup de m'avoir parmi vous. Lorsque je suis avec mes camarades, je suis toujours heureuse. Donc, bonjour, un grand bonjour de Washington. Je suis sur la terre native du premier peuple de Jacoma et nous voudrions rappeler qu'ils envoient leur gratitude à leurs ancêtres et à ceux qui sont présents. Nous les remercions tous pour tout ce qu'ils ont fait pour la Terre au cours des temps. Maintenant, nous avons été déracinés, tués, déplacés. Nous avons beaucoup souffert et j'espère bien que vous m'aiderez à mettre à découvert toutes ces souffrances que nous avons endurées depuis des siècles. Nous avons aussi la tâche de remercier tout le monde partout, remercier pour la solidarité avec notre mouvement massif qui demande la justice pour George Floyd, pour Menlo Ellis, pour tous les noms que nous connaissons, justice pour tous ceux que nous ne connaissons pas, mais qui ont souffert les mêmes injustices. Dans l'injustice de la perte des vies qui ont été prises par la violence, il y a toute la violence, les inégalités, le racisme qui se trouvent dans toutes nos institutions, la police, les élections gouvernementales, le système d'éducation et même dans nos propres syndicats, il faut le dire. Je voudrais commencer par vous dire que c'est parce que ma mère était membre d'un syndicat qu'elle a pu avoir accès à une dignité et qu'elle a pu profiter d'une retraite qu'elle méritait tellement. Donc, je voudrais souligner combien les syndicats changent la vie des travailleurs et des collectivités. C'est pourquoi je me suis lancée dans le service à ce mouvement en reconnaissant que ma vision pourra ainsi aider partout à avancer. Je partage cela avec vous parce que si vous entendez des critiques de ma part, vous saurez que ces critiques viennent du profond amour que je ressens pour ce mouvement et aussi du fait que je sais combien pour les femmes, surtout les femmes de couleur, c'est important pour les faire sortir du cycle de pauvreté dans lequel elles vivent. Je suis la première femme qui travaille au Washington State Labor Council. Je suis donc à l'intersection entre le racisme et le sexisme. Je passe ma vie à naviguer entre des systèmes qui n'ont pas du tout été conçus pour des femmes comme moi, pour des personnes comme moi, c'est-à-dire que les personnes de couleur et les femmes sont souvent restées à l'extérieur de toutes ces organisations. Mais nous sommes, nous, les personnes de couleur, le groupe démographique qui grandit le plus. Les femmes, en plus, deviendront bientôt en 2025 la majorité des membres des syndicats et la classe de travailleurs sera une majorité-minorité 20 à 35. Et malheureusement, cela ne se retrouve pas dans la composition de nos syndicats. Nous avons un trop petit pourcentage de femmes. Nous avons certes de beaux papiers qui nous expliquent comment les dirigeants devraient se présenter, marcher et parler, mais très souvent, ils ne se présentent pas du tout comme des dirigeants. Alors, il faut que nous essayons d'aller de l'avant et de trouver de nouvelles politiques, de nouvelles chances. Par exemple, la Convention 190 contre la violence de genre et ce qui a été adopté à Seattle qui
permet aux travailleurs d'avoir accès et aux travailleuses à avoir accès à un numéro permanent pour les violences sexuelles. Il y a beaucoup de moyens de soutenir les femmes dirigeantes, mais vous savez que la stratégie, c'est quelque chose qu'on peut manger au petit déjeuner. Pour organiser une stratégie, il faut changer les structures et les gens de couleur et les femmes de couleur doivent pouvoir occuper des positions de leader, sinon nous n'y arriverons jamais. Donc il ne suffit pas pour nous simplement d'être assis à table, il faut aussi savoir ce que nous voulons jouer comme carte et nous devons imposer ces cartes et changer les règles pour que nous puissions avancer. Les choses ne pourront changer que si nous ajoutons les expériences des femmes et des hommes de couleur dans nos expériences et cela ne peut arriver que si nous sommes nous-mêmes des dirigeants et dirigeantes. Nous nous trouvons maintenant face à des circonstances sans précédent, une pandémie mondiale qui menace nos collectivités, une récession qui nous menace, des souffrances économiques indicibles et une reprise de la lutte séculaire pour la justice sociale. Et pour cela, il faut des leaders, des dirigeants, mais ce ne sera pas facile. Mais nous ne manquons pas de conseils qui nous viennent aussi bien de nos ancêtres que de nos anciens. Et nous savons comment nous joindre nos forces au-delà des genres, des frontières, des croyances et des opinions. Nous savons que cela se passe dans les rues, là où nous travaillons, chez nous, et nous avons partout les outils à disposition pour changer les choses. Nous voyons qu'il y a, par exemple, l'outil des manifestations, l'outil de recruter pour les syndicats et de s'organiser. Regardez les travailleurs de Yakama qui demandent une voix dans le syndicat pour changer les choses sur leur lieu de travail. Nous avons, par exemple, les élections, la démocratie. Voilà encore un outil extraordinaire et nous devons apporter les changements partout. Ils doivent s'insérer une fois pour toutes, c'est-à-dire dans les urnes et dans les élections, etc. Mais parfois, cette tâche nous semble écrasante. Cette tâche nous semble presque impossible et décourageante. Mais il faut que nous utilisions nos émotions. Il faut que grâce à ces émotions, nous établissions les outils et les critères et le matériel qu'il nous faut pour changer les choses pour les femmes. Donc, nous travaillons avec ces outils. Nous ajouterons nos anxiétés, notre tristesse, notre colère à toutes celles de nos camarades, ce qui nous permettra de parler d'une seule voix et d'une voix très, très forte, avec courage. Merci beaucoup. Merci, April. Je suis sûre qu'il y aura beaucoup de questions qui viendront ultérieurement et je voudrais maintenant donner la parole à Gail Putnell, qui est notre deuxième orateur. Je voudrais vous inviter à parler, et surtout dans un secteur dominé par les hommes. Qu'avez-vous à nous dire? Il y a le microphone qui est sur muet. Vraiment, c'est comme si je travaillais pour la première fois avec un ordinateur. Bonjour à tout le monde. Je voudrais commencer par toucher aux aspects dont nous a parlé April. D'abord, où en sommes-nous, les femmes, aujourd'hui? April a derrière elle cette affiche extraordinaire d'une femme puissante et forte, Angela Davis. Et moi, j'ai un texte qui dit « Prépare ta fille à être vraiment soumise en lui donnant moins d'argent qu'à ton fils. » Voilà ce qui se passait autrefois. En 1970, nous avons adopté une loi pour l'égalité des salaires et elle n'est toujours pas en vigueur. Donc, vraiment, nous devons y réfléchir en tant que travailleuses, en tant que chefs de femmes, des foyers, en tant que celles qui travaillent. Nous avons toujours le sexisme, l'inégalité, les mécanismes qui manquent lorsqu'il s'agit de lutter contre les inégalités. Nous avons le problème qui nous a frappés pendant le confinement en particulier, mais il y a toujours
le harcèlement sexuel, la violence, le travail précaire, les risques sur le plan de la santé. Et par exemple, en 2020, dans le domaine de la construction, les équipements de protection n'étaient pas du tout à la taille qu'il fallait. Les dangers n'en faisaient qu'augmenter. Et dans presque tous les pays, le problème des toilettes et des installations d'hygiène pour les femmes qui travaillent dans les forêts notamment et dans l'industrie était resté tout à fait inadéquat. Voilà donc ce qui nous frappe dans le monde entier. Voilà nos discriminations. Et nous ne sommes pas immunisés contre ces pratiques. L'histoire nous dit que nous n'avons jamais réussi à arriver au bout de ce que nous voulions. Nous le voyons dans le mouvement Black Lives Matter, dans toutes les manifestations que nous avons vues, y compris MeToo. Nous ne cherchons pas la pitié, l'empathie, la consolation ou une tape sur l'épaule. Nous exigeons notre partie du pouvoir pour influencer les changements et pour partager la table des négociations et pour parvenir à nos objectifs après la pandémie. Nous devons, nous femmes, trouver le moyen d'avoir le pouvoir pour reprendre la direction d'une industrie de ciment, d'une cimenterie, d'une organisation de construction ou d'autres domaines qui étaient traditionnellement aux mains des hommes. Mon organisation a des dirigeants tout à fait magnifiques. Nous avons des femmes à notre direction qui sont vraiment en train de construire de façon dans une situation très dangereuse pourtant des syndicats. Nous avons aussi une grutière qui est présidente du PWI Women's Committee. Nous avons aussi une secrétaire générale en Namibie. Et nous sommes très fiers de ces femmes fortes qui s'engagent dans le syndicalisme. Et il y en a beaucoup. Je crois qu'il y en a 258 dans cette conférence qui sont des femmes qui ont le pouvoir de saisir le contrôle de l'agenda des négociations si nous leur laissons la liberté d'agir. Donc, qu'est-ce que nous voulons inclure dans cet agenda de la négociation? D'abord, faire en sorte que l'égalité pour les femmes figure partout, dans tous les accords, y compris les évaluations des risques. Nous devons nous demander si cet accord va fonctionner pour les femmes. S'il ne fonctionne pas, nous devons voir pourquoi et procéder au changement. Nous devons bien sûr faire en sorte que les choses avance vers une évaluation, un processus d'évaluation organisé par des femmes lorsque nous négocions un accord. Nous devons toujours vérifier si les femmes sont présentes dans les réunions avec l'industrie, avec le gouvernement. Nous devons toujours nous demander si nous donnons une forme, nous, aux décisions prises. Et si ce n'est pas le cas, pourquoi ne l'avons-nous pas fait? Par exemple, la deuxième réunion que nous avons eue sur la violence à l'égard des femmes et des jeunes filles. Oui, c'est certainement très bien que ce soit à notre agenda, mais il faut le mettre aussi à l'agenda gouvernemental. Il faut pour cela des fonds publics, il faut des instructeurs, il faut que nous puissions sensibiliser dans le monde entier ceux qui sont responsables, les dirigeants et les syndicats. Enfin, après la crise de 2008, on a dit en général que l'économie ne peut pas être autorisée à revenir à la normale d'avant. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. La santé et les inégalités devant la santé n'ont fait qu'augmenter. Nous ne pouvons donc réaliser quelque chose que si nous mettons les femmes au centre. Dans les syndicats, nous avons des femmes, nous avons des syndicats de femmes aussi. Nous avons des idées pratiques, nous avons l'intelligence, la connaissance. Nous
savons que pour gagner, la femme doit se trouver au centre et au cœur de nos négociations. Merci beaucoup. Merci, Gail. Les messages qui nous viennent de toi et de April sont exactement ceux que nous attendons. Il faut saisir le contrôle, il faut changer la culture des syndicats. Eh bien, nous devons changer les règles et nous devons utiliser pour cela tous les outils dont nous disposons. Je crois que nous avons bien avancé maintenant vers une action que nous pourrons tous, à laquelle nous pourrons tous participer. Je vais maintenant donner la parole à Sofia Branco, qui est chef des journalistes indépendants du Portugal. Dans bien des pays, les femmes se sont fait remarquer par leur absence dans les nouvelles sur le COVID-19. Est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose? Pourquoi est-ce que ça se passe ainsi? La majorité des soignantes, par exemple, sont des femmes. Et comment est-ce qu'on pourrait leur donner une voix forte dans la société, mais aussi dans les syndicats? Merci. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup de m'inviter. C'est un grand plaisir de vous d'entendre, vous les deux oratrices précédentes. Je suis présidente du Parity Board. C'est un conseil sur la parité entre les syndicats. Je suis au Portugal et nous parlons beaucoup du changement de la société pour qu'il y ait l'égalité dans la diversité. C'est vrai, il y a eu trop peu de nouvelles concernant les femmes pendant la pandémie et s'il y en avait eu, nous aurions vu deux choses. Premièrement, nous avons entendu beaucoup d'histoires sur les professionnels de la santé et la majorité sont des femmes. Effectivement, il y a une énorme majorité de professionnels qui sont des femmes. Nous avons entendu leurs histoires, mais en même temps, nous avons vu plusieurs articles sur l'impact de la presse sur les femmes et en particulier sur et en particulier à l'OIT, on a beaucoup parlé de l'emploi des femmes, de l'anxiété, de la conciliation, etc., de tous ces aspects avec l'impact sur le genre. Et nous avons certainement eu plus d'hommes qui ont parlé parce que certes, il y a beaucoup de scientifiques qui sont des hommes, il y a les épidémiologues, il y a les dirigeants politiques et économiques, il y avait plus d'hommes, il y avait plus d'experts hommes, même pour la santé. Par exemple, pour le Portugal, il était très intéressant de constater que la gestion de la crise a été organisée par deux femmes, la ministre de la Santé, la directeure générale pour la santé, c'est aussi une femme, et même ainsi, nous avons eu une majorité de femmes à la télévision. C'est vraiment incroyable. On se demande pourquoi. C'est un peu un paradoxe, ce cas de coronavirus. Mais c'est ainsi depuis longtemps et je voudrais souligner un message qui est lancé tous les 5 ans chez nous, qui s'appelle Qui fait les nouvelles, Who Makes the News. Et tous les 5 ans, et cela va être bientôt le cas en 2020, il y a donc une grande enquête. En 2015, nous avons eu 114 pays participants. C'est une journée qui a duré. Donc, c'est une réunion qui a duré une journée. On a écouté, on s'est demandé tout ce qui s'est passé en ligne, à la télévision, à la radio, etc., depuis les 5 dernières années. Et on a constaté en 2015 que les progrès sont beaucoup trop lents. Depuis 2000, on cherchait à améliorer les choses, or rien n'avait changé en 2015. Donc, même si les femmes représentent 24% des femmes que nous entendons, dont nous entendons parler, que nous lisons, etc., dans tous les médias, 24% donc sont sujets des nouvelles. Ce chiffre était le même en 2010. Voilà. Donc rien n'a changé. Si on parle des articles politiques ou économiques, leur nombre tombe à 16% et seul un expert sur 5 est une femme. Et bien sûr, c'est là quelque chose que nous examinons, c'est quelque chose dont nous parlons en tant que journalistes. Nous avons notre rôle à jouer pour ces changements et les médias sont quelque chose de très conservateur, vous savez. Je me répète d'ailleurs, mais les médias, finalement, représentent les sociétés, c'est tout. Si une société est conservatrice, les médias seront conservateurs. Et c'est quelque chose de très difficile. Donc, il est vrai que les journalistes représentent sur le monde
dans le monde plutôt les hommes. Ils sont même parfois stéréotypés complètement. Un autre chiffre intéressant d'ailleurs, c'est que les rapports sur l'égalité des genres dans les nouvelles, de façon générale, constituent les 9% de ce que disent les médias et 4% seulement d'articles mettent en question ce qui a été dit sur l'égalité des genres dans ces 9% d'articles. Donc, c'est vraiment une situation qui fait réfléchir et nous devons aussi considérer ce qu'on appelle le plafond de verre et où les femmes sont quand même à 48% des journalistes. Nous avons seulement 3 directeurs sur 20. Nous avons donc des problèmes de gestion et de leadership. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment pouvons-nous agir pour que les actions soient vraiment là pour le changement? Nous devons changer les femmes, y compris les journalistes femmes, afin qu'elles ne se sous-estiment pas, qu'elles ne sous-estiment pas leurs capacités. C'est quelque chose d'important. Il faut former les femmes pour les médias, pour qu'elles se sentent sûres, qu'elles se sentent en confiance quand elles prennent la parole ou quand elles écrivent. Ce n'est pas facile, j'y suis maintenant depuis 20 ans. Ce n'est pas du tout facile d'interviewer des femmes ou d'arriver à des femmes qui sont des dirigeantes pour les interviewer. Il faudrait pour cela créer une base de données contenant des experts femmes que l'on pourrait ensuite envoyer dans toutes les différentes salles de rédaction pour que nous puissions agir dans ce sens. Les services publics aussi ont le devoir de promouvoir l'égalité des genres. Et nous, en tant que citoyennes et citoyens, en tant que syndicats, nous devons exiger davantage, nous devons nous plaindre quand nous voyons qu'il y a 6 hommes tout seuls qui parlent de n'importe quel sujet d'ailleurs. C'est absolument injustifiable qu'il n'y ait que des hommes qui parlent des problèmes du monde alors que les femmes constituent 50% de la population. Les journalistes femmes doivent également se demander pourquoi on choisit toujours des hommes pour les interviewer. Est-ce qu'il y a une autocensure? Est-ce que nous ignorons ouvertement les problèmes, la présence des femmes parce que cela pourrait nous porter préjudice? Non. Il faut que nous préparions des conseils de la parité. Nous devons nous adresser aux femmes dans les syndicats. Nous devons promouvoir le respect du genre partout où nous agissons et nous devons être sûrs de nous joindre à tous les efforts que nous déployons ici et qui soulignent surtout qu'il s'agit là d'une question très, très importante et nous devons faire en sorte que les médias continuent à considérer les choses ainsi. Je vous remercie beaucoup. Merci, Sophia. Nous devons donc nous plaindre de ce que nous appelons la trop grande présence des femmes et nous devons faire en sorte que toujours il y ait des panels mixtes pour parler des problèmes d'égalité de genre. Bien, je vais maintenant demander à notre 4e oratrice, Marie-Reune. Jyoti Sawa, pardon, notre représentante d'Inde, un pays où 60% des travailleurs sont des travailleuses. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les éléments fondamentaux dont les femmes ont besoin dans votre secteur? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, effectivement, nous sommes un syndicat de femmes. Nous avons déjà syndicalisé 2 millions de femmes dans notre pays. Cela fait 15 ans que nous existons en tant que syndicat et j'espère que nous allons vivre encore de nombreuses années. C'est très important pour défendre les femmes. J'aimerais aborder une question qui est très chère à notre cœur ici au syndicat. Parce que l'on parle d'une nouvelle normalité au travail et il faut que l'on comprenne un petit peu ce que cela signifie. Et donc, alors que nous réfléchissons sur notre avenir, j'aimerais partager avec vous quelques points de vue.
et vous expliquer un petit peu où nous en sommes. La vie de nos membres et la vie syndicale vont de pair. Nous avons essayé de dresser quelques lignes d'orientation pour nos membres et pour les aider dans leur vie quotidienne également. Et sur ce point, nous souhaiterions mettre l'accent en particulier. Excusez-moi, je cherche un petit peu mes notes, dit l'oratrice. Nous souhaiterions mettre l'accent sur le soutien que l'on peut apporter aux petites entreprises locales et à la production locale. Donc, si les agricultrices sont de plus en plus nombreuses, c'est important. Il faut que nous changions l'économie pour promouvoir l'économie locale. Nous avons déjà quelques dispositions mises en place pour les agricultrices, mais il faut que nous renforcions les systèmes. Il y a par exemple des possibilités de faire du marketing en fédérant les efforts. Nous avons créé finalement un système durable d'un point de vue économique au niveau local. Et nous voulons absolument, bien entendu, que les agriculteurs se multiplient, mais qu'ils n'aient pas faim. Et ce n'est pas acceptable de nos jours que des gens aient faim. À titre individuel, il faut que nous soutenions les gens pour qu'ils puissent organiser leurs activités, créer des entreprises, mais il faut également que nous soutenions cet effort au niveau syndical. Et puis, en ce qui concerne les déplacements, nous avons vu quels étaient les effets des déplacements. Donc, il faut mieux planifier. Si ce sont de gros déplacements avec des avions, il faudra organiser les choses. Mais sinon, nous pouvons essayer de prévoir un déplacement au niveau local. Et ça, c'est la passerelle que nous faisons avec les questions climatiques. Avec le confinement, nous avons vu des routes sans véhicules et il a vraiment fallu que chaque individu arrive à survivre, d'ailleurs avec l'aide du syndicat. Autre question que nous souhaiterions aborder, comment faire une sorte d'audit énergétique chez nous? Qu'utilisons-nous? Combien d'eau, d'électricité consommons-nous? C'est important que l'on se pose la question au niveau individuel chez nous et également au niveau du syndicat. Par exemple, si l'on utilise l'électricité municipale, que peut-on faire pour diminuer la consommation? Donc, il faut faire un audit, c'est-à-dire une vérification, une analyse de ce que l'on consomme au niveau professionnel et au niveau individuel dans nos familles. Peut-être que l'on peut également faire un petit peu de plantation, c'est-à-dire avoir un petit potager si l'on a un terrain et faire pousser quelques légumes. On peut dire un petit peu la même chose avec l'eau. Peut-être que l'on peut recueillir l'eau des pluies. Et puis, l'autre question que j'aimerais aborder, c'est l'eau, hein, la disponibilité de l'eau. Nous avons besoin d'eau pour nous laver, pour cuisiner, pour nettoyer les rues, nous avons besoin de l'eau pour beaucoup de choses. Mais il faut absolument assurer une diminution de l'utilisation des produits chimiques lorsqu'on utilise l'eau pour le nettoyage.
Lorsque on se lave ou lorsque l'on nettoie nos maisons, il faut que l'on utilise moins de produits chimiques. Et mettre l'accent également sur les déchets recyclables. Comment faire en sorte que nous produisions beaucoup moins de déchets dans nos bureaux et chez nous? Et si nous produisons des déchets, est-ce que nous pouvons les réutiliser, les recycler? Alors, peut-être que je ne parle que du niveau local, mais c'est ce que nous essayons de faire au niveau du syndicat, c'est-à-dire d'organiser les choses au niveau local. Merci infiniment. Vous nous avez donné des exemples extrêmement colorés, des stratégies et qui peuvent être mises en œuvre pour changer la vie des femmes. Et j'aime beaucoup la façon dont vous dites les choses, à savoir que les exigences des syndicats doivent reposer sur les besoins des membres des syndicats. Et de fait, le changement collectif dépend du changement individuel. Donc, c'est très juste ce que vous avez dit. Il est très, très important que l'on mette l'accent là-dessus. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Maria Rönn, vice-présidente de Lärarförbundet de Suède, qui est un syndicat aussi. Il y a des différences régionales, bien entendu. Je crois que 75% des professeurs dans votre pays sont des femmes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a été fait pour améliorer la base salariale des professeurs? Qu'est-ce qui a été mis en place pour les droits à l'autonomie et autres? C'est important dans le domaine de l'enseignement, mais on peut étendre ça peut-être à d'autres secteurs. Bonjour, je suis Maria Rönn, je suis vice-présidente de Lärarförbundet, qui est le syndicat des professeurs de Suède et membre de Education International. Et je suis très honorée de participer à ce webinaire sur cette question très, très importante, à savoir un monde d'après fondé sur l'égalité de genre. En termes d'égalité de genre, nous nous positionnons bien dans mon syndicat, mais nous restons humbles parce que nous sommes bien conscients qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Comme beaucoup d'autres pays, nous avons des problèmes de ségrégation au niveau des genres, donc d'inégalité genrée, et il y a des fossés entre les salaires des femmes et les salaires des hommes. La profession d'enseignant est un exemple de cela. Comme vous l'avez dit, 75% des professeurs suédois sont des femmes. Ce sont des femmes hautement qualifiées, mais si on compare cette profession à d'autres professions qualifiées, eh bien, il y a un manque d'opportunités de carrière, des salaires plus faibles, moins d'opportunités. Et donc ça, c'est une inégalité de genre au niveau structurel. En tant que syndicat des enseignants, nous devons lutter contre ces injustices. Mais nous mettons l'accent en tant que syndicat, non pas sur un secteur dominé par les femmes. Nos efforts reposent plutôt sur la création de conditions préalables à une profession indépendante avec de meilleurs salaires, avec des opportunités de carrière, c'est-à-dire que nous voulons relever la profession dans son ensemble et ainsi lutter contre les inégalités structurelles sur le marché du travail. Nous avons besoin de ressources économiques financières pour l'ensemble du secteur public et nous, représentants de l'éducation, bien entendu, nous mettons l'accent sur l'enseignement. Les droits des éducateurs doivent être respectés et les salaires doivent aller de pair. On ne doit pas empêcher un enseignant de quitter le secteur. L'enseignement doit rester une carrière attrayante et maintenir les professionnels, garder les professionnels. Donc, nous exigeons que la complexité de l'enseignement soit reconnue et que les enseignants soient rémunérés en fonction du degré de complexité, en fonction également du degré de responsabilité qui va avec. Il s'agit de former les nouvelles générations.
Les enseignants, comme vous le savez, font la différence à long terme dans le développement des capacités, des connaissances, de l'attitude démocratique, de citoyenneté, du développement de valeurs telles que la citoyenneté et l'égalité de genre. Nous disons toujours que ça part des professeurs. Il faut ne pas oublier que les étudiants d'aujourd'hui ne prendront leur retraite qu'à la fin du siècle. Donc, les valeurs qui sont enseignées aujourd'hui vont rester en vigueur pendant très longtemps. C'est une responsabilité. C'est pourquoi il faut valoriser cette profession. Mais cette profession est moins valorisée d'un point de vue salarial que d'autres professions dominées par les hommes. Par ailleurs, des études montrent que les professions dominées par les femmes ont tendance à recueillir moins l'oreille attentive des employeurs que d'autres secteurs. Or, nous voyons ici qu'il y a besoin de ressources. En tant que syndicat des employeurs, nous sommes très souvent témoins de cela. Les compétences des femmes doivent être valorisées, les droits des femmes doivent être valorisés afin qu'il puisse y avoir un apprentissage au long de la vie professionnelle, que des opportunités professionnelles s'ouvrent aux femmes. Il est important également qu'il y ait un leadership féminin. Alors, pour que tout cela devienne une réalité, nous utilisons à l'heure actuelle le dialogue social. Nous essayons de développer un programme de développement national pour tous les enseignants des écoles et nous espérons que cela engendrera un changement avec plus d'égalité sur le marché du travail. Nous voulons modifier les conditions de l'ensemble de la profession et contribuer ainsi à un marché du travail plus égalitaire et à faire en sorte que l'égalité de genre devienne la nouvelle normalité. Merci beaucoup, Maria. J'aime beaucoup la façon dont vous insistez sur le statut de la profession qui doit être relevé plutôt que rabaissé. C'est très important. Je vais maintenant donner la parole à notre sixième panéliste, Rose Omamo, qui est secrétaire générale du syndicat Amalgamated, donc un syndicat des travailleurs de la métallurgie du Kenya. Alors, que faites-vous en matière d'égalité des genres? Merci beaucoup, Madeleine, de me donner la possibilité de prendre la parole. Je suis très heureuse de participer à ce webinaire alors que nous discutons de l'égalité de genre. Donc, je suis Rose Omamo, secrétaire générale du syndicat des travailleurs métallurgiques du Kenya. Pour que nous ayons un programme d'égalité de genre, il est très important que l'égalité entre les hommes et les femmes devienne une réalité au travail. Et c'est pourquoi les syndicats dans le domaine de l'énergie, de la fabrication, de l'électricité, où il y a une majorité d'hommes, modifient son attitude, c'est-à-dire qu'il y ait des programmes qui soient mis en œuvre de façon différente. Nous avons vu les effets disproportionnés de la COVID sur les femmes par rapport aux hommes. Les femmes doivent continuer à lutter pour l'égalité, mais ça ne se fera que par le biais d'actions concrètes avec des progrès sociaux. Il faut lutter contre les stéréotypes, comme cela a déjà été dit. Il y a la discrimination, l'apartheid, et puis il y a la discrimination contre les femmes. Les syndicats doivent avoir des stratégies inclusives qui reflètent la diversité, non seulement en termes de genre, mais également en termes de couleur, d'âge, d'identité et d'orientation sexuelle. Vous savez, les femmes doivent se sentir représentées et protégées par leurs syndicats. Il faut qu'il y ait une société inclusive, diversifiée, qui permette aux femmes de mieux identifier les syndicats auxquels elles doivent appartenir. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir de plus en plus de femmes leaders dans les syndicats. Mais il y a beaucoup d'obstacles à cela. Beaucoup de femmes n'ont pas de modèle vers qui se tourner dans les syndicats dominés par les hommes.
Or, il est très important que les femmes puissent identifier des femmes qui les représentent au sein des syndicats, y compris dans les syndicats dominés par les hommes. C'est important pour augmenter le nombre de femmes membres de syndicats. Et c'est ainsi que les femmes pourront faire valoir leur point de vue. Dans les syndicats dominés par les hommes, nous avons cependant réussi à faire avancer des lignes d'orientation pour que tout abus, tout harcèlement sexuel ou autre puisse être dénoncé, y compris pendant la pandémie. Parce que ça, c'est un véritable défi auquel sont confrontées les femmes. Lorsqu'il y a un abus sexuel et que l'on est en confinement, les femmes ne peuvent pas s'adresser facilement aux autorités. Et je crois ici que les syndicats et les syndicalistes femmes ont un rôle à jouer. Il faut absolument sensibiliser tous les leaders syndicaux à cette réalité. Parce qu'il faut qu'il y ait que l'on soit sur un pied d'égalité à la table des négociations. Les femmes ont besoin de protection, d'un horaire de travail flexible, que l'on mette également à leur disposition un équipement de protection. Pendant les négociations, les gens se révèlent réellement et on voit que les conventions collectives ne tiennent pas compte des exigences des femmes. Or, ces exigences doivent devenir une priorité dans toutes les négociations. Donc, les femmes doivent absolument faire entendre leur voix. Dans les secteurs dominés par les femmes, comme par exemple la métallurgie ou l'industrie minière ou l'industrie énergétique, le nombre de femmes est très faible. Les femmes opératrices de machines, techniciennes, c'est très rare. Ce sont vraiment des secteurs dominés par les hommes. Les femmes se trouvent essentiellement dans l'administration, dans les ressources humaines ou dans le département juridique. Et très souvent, ce sont les emplois les plus précaires qui sont occupés par les femmes, comme par exemple la restauration. Donc, je rejoins ce qu'ont dit les autres personnes qui m'ont précédé. Les syndicats doivent lutter contre la ségrégation sur le lieu du travail. Il faut faire avancer la cause des femmes, y compris dans les secteurs très technologiques et techniques. Et il ne faut pas que l'emploi des femmes se concentre exclusivement dans les secteurs à faible salaire, à bas salaire. Pour que nous ayons un nouveau modèle, il faut également changer les mentalités. Les mentalités doivent être remises en question, surtout les mentalités des syndicats masculins. La majorité des membres de nos organisations, je pense ici à la métallurgie, doivent prendre un engagement et cet engagement est fondamental pour changer les mentalités. Ces hommes doivent travailler aux côtés des femmes. Ils doivent veiller à ce que les exigences des femmes soient présentées à la table des négociations. Ils doivent être conscients de la discrimination auquel les femmes sont confrontées. Et ils doivent également prendre conscience des conséquences de cette discrimination, parce que très souvent, ils font semblant de ne pas comprendre. Nous savons qu'ils ont compris, mais ils font semblant d'ignorer, enfin de ne pas comprendre et ils ignorent la chose. Donc, il est très, très important que nous fassions pression pour que notre cause soit prise en compte. La lutte pour l'égalité
ne sera pas remporté par les femmes seules. Il nous faut les hommes, il nous faut les syndicats et ça doit être une priorité, y compris pendant la crise de la COVID-19. Nos priorités doivent être les priorités syndicales, pas les priorités des femmes uniquement. Et pour terminer, je dirais que les syndicats dominés par les hommes doivent veiller à ce que la perspective féminine ne soit pas oubliée lorsque l'on doit prendre des décisions qui ont des incidences sur les femmes au sein des syndicats. Et c'est vraiment essentiel. Il faut impliquer également les décideurs politiques. Il faut que la perspective d'égalité de genre ne soit jamais oubliée. Parce que si on l'oublie alors que nous traversons cette phase difficile, eh bien, elle sera oubliée après. Donc, voilà ce que je peux vous dire à ce stade sur ce qu'il nous faut dans les syndicats dominés par les hommes pour garantir la mise en place d'une société fondée sur l'égalité des genres. Merci beaucoup, Rose. Vous avez mentionné à plusieurs reprises le leadership féminin au sein des syndicats et donc je rebondis là-dessus parce que nous allons passer aux questions-réponses. Vous toutes avez insisté sur le rôle de leader que doivent assumer les femmes au sein des syndicats. Et Rose l'a dit, elle a parlé de modèle. C'est très important. Nous avons à l'heure actuelle 275 participants à ce webinaire. Quels ont été les éléments fondamentaux pour vous? Quels sont les principes de base? Quels sont vos fondements? Sur quoi vous fondez-vous? Quels sont les conseils que vous pourriez donner aux jeunes femmes? Parce que, bien entendu, lorsque l'on parle du leadership féminin, on doit également parler de la jeunesse. Il faut que les syndicats reflètent l'expérience de leurs membres. Alors, je vais commencer par un tour de table et je vais commencer par April. Merci. J'adore cette question. Vraiment, j'aime beaucoup. Je dis souvent que je suis là parce que quelqu'un a vu en moi une capacité de leadership que je n'avais pas vue et c'est pourquoi j'ai rejoint également le mouvement syndical. C'est comme ça que je suis arrivée là. Alors, en termes de stratégie, en termes de mode de changer les cultures, bon, je pourrais vous raconter mon parcours, mais je résumerai les choses en disant que je suis là parce que quelqu'un a cru en moi et m'a poussé à aller de l'avant. Il y a ensuite les formations en leadership. Il faut former nos leaders, il faut leur donner les capacités, les compétences. Il faut reconnaître les capacités des jeunes, des gens de couleur. Il faut voir également quels sont les modèles qui diffèrent un petit peu des modèles traditionnels de leadership, parce que très souvent, ce sont des modèles dominés par l'homme blanc. Donc, le développement du leadership est important. Et pour répondre à la question où j'en suis maintenant, eh bien, je fais partie d'un groupe de femmes de couleur leaders. Nous nous réunissons régulièrement pour partager nos expériences. Nous parlons la même langue. Et lorsque l'on se retrouve, effectivement, quelque chose d'unique et de spécial se passe. Nous n'avons pas besoin d'expliquer d'où nous venons. Nous comprenons à mi-mot. Et donc, rejoindre un groupe de femmes qui partagent les mêmes expériences que vous, c'est très important. Et je m'arrête là pour ne pas monopoliser la parole et laisser la possibilité aux autres de s'exprimer. Merci, April. Gail. Merci beaucoup. Et je rebondis une fois de plus sur ce que disait April. Lorsque j'étais une jeune femme, je me souviens d'un groupe qui s'appelait Angel Class et c'était un petit peu mon Angela Davis. Je crois que pour avoir un système durable et propice au changement, il faut que nous montrions l'exemple. J'ai eu le courage d'assumer des postes au sein du mouvement syndical, c'est-à-dire de me mettre en avant. Il faut un certain degré de confiance en soi pour le faire.
il y avait d'autres femmes qui avaient fait ça avant moi, qui avaient fait des choses extraordinaires, qui ont mené un mouvement syndical de toutes parts, mais il faut prendre le temps d'expliquer, d'encourager, et il faut prendre le temps de donner du feedback aussi. Donc, je crois vraiment que si tout le monde ici au sein de cette conférence arrive à pousser les autres, comme disait Rose, eh bien, nous allons vraiment pouvoir engranger un mouvement propice au changement. Moi, je travaillais surtout sur les gestionnaires de bureaux de poste et nous avons vraiment travaillé sur le leadership qui était à l'époque dominé par les hommes avec des pratiques et une culture absolument terrible. Et en donnant l'espace aux femmes, nous avons permis à certaines femmes de faire carrière. L'une d'entre elles est devenue députée au Royaume-Uni. Et donc, je suis sûre que nous allons assister à des changements majeurs. Et puis, il y a des hommes qui sont prêts à faire de la place aux femmes et qui savent ce qu'ils peuvent faire pour aider les femmes. Donc, nous ne demandons pas que l'on nous fasse des faveurs, nous demandons simplement que l'on nous fasse de la place. Sophia, est-ce que vous pouvez répéter la question? Oui, en termes de leadership féminin, nous avons entendu les oratrices mentionner cela à plusieurs reprises et j'aimerais savoir ce que vous auriez à dire aux jeunes femmes qui rejoignent le mouvement syndical. Selon vous, que doivent-elles faire? Et peut-être que les autres panélistes doivent réfléchir également à ce que nous pourrions faire dans ce monde d'après-Covid pour mieux syndicaliser les gens. Les syndicats ont des difficultés à impliquer la jeunesse. La plupart des syndicats au Portugal, ça ne fait aucun doute. Et c'est pourquoi nous essayons de trouver d'autres façons d'impliquer la jeunesse. Et jusqu'à présent, nous avons réussi. Les jeunes ne souhaitent pas toujours assumer des postes visibles, faire partie de conseils et autres, mais ils acceptent de participer à des groupes de travail sur des thèmes qui les intéressent, comme par exemple l'égalité des genres. C'est un des thèmes parmi d'autres. Et donc, nous essayons d'organiser des groupes de travail consacrés à un thème spécifique. Il y a toujours une crise au Portugal, soit c'est une crise de la Covid, soit c'est l'emploi, soit c'est l'économie, enfin peu importe, il y a toujours une crise en cours. Les jeunes participent à ces groupes. Ils ne participent pas au mouvement syndical de façon traditionnelle, mais ils participent à ces groupes de travail. Et c'est une façon détournée de participer à un changement. Au sein de notre association, nous avons une parité de membres. Il y a toujours le problème de la conciliation vie professionnelle, vie privée. C'est plus difficile lorsque les réunions ont lieu le soir et lorsque les participants ont des enfants en bas âge. Et je crois que le rôle des syndicats, c'est également de s'adapter à la vie des femmes. Merci. Jyoti, êtes-vous là? Est-ce que les femmes de votre organisation participent? Oui, absolument. En fait, depuis 4 ou 5 ans, nous sommes dans une situation où des médecins et des avocats se joignent à notre syndicat. Et c'est un peu difficile d'obtenir que les jeunes femmes nous disent quels sont effectivement leurs besoins et leurs besoins, leurs aspirations
devrait nous être expliqué un petit peu mieux pour que nous puissions planifier l'avenir. Et nous avons fait un bon exercice parce que nous avons aussi de nouveaux membres tout de même qui se joignent à nous, des médecins, des femmes juristes, certes des jeunes, mais nous avons aussi des personnalités plus anciennes qui sont très, très précieuses parce qu'elles pourront aider les jeunes à apprendre des anciennes comment elles ont travaillé et les anciennes pourront apprendre des jeunes à mieux les écouter et à mieux savoir quels sont leurs besoins. Voilà comment nous essayons d'amener les deux générations, si vous voulez, ensemble à un bon travail. Merci, Maria. Oui, je suis bien sûr tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit les autres oratrices, mais il est très important de considérer les structures dans le syndicat pour voir ce qui est possible, pour voir dans le concret que ce n'est pas bizarre d'être une militante syndicale et en même temps une mère d'enfants en bas âge. Yoti nous a parlé justement de ce rôle de mentor que les générations plus anciennes peuvent avoir vis-à-vis des plus jeunes. L'expérience, si vous voulez, qui peut servir à celles qui sont plus jeunes et qui n'ont pas encore été des dirigeantes depuis longtemps. Il faut comprendre comment présenter les sujets, il faut comprendre aussi comment utiliser le bon langage. Et c'est très, très important pour les jeunes membres et tout particulièrement pour les jeunes membres femmes. En tant qu'enseignante, je dois dire que le rôle que l'on peut avoir pour encourager les jeunes femmes à élever la voix, à se faire entendre, à se soutenir mutuellement, c'est quelque chose de très, très primordial. Rose, vous vouliez ajouter quelque chose à cette question du monde post-COVID-19 dans cette nouvelle normalité? Qu'est-ce que vous avez comme plan dans ce secteur qui est dominé par les hommes? Merci beaucoup. Je reviens sur ce qu'ont dit mes préopinantes pour souligner que pour nous, le fait de s'assurer que les jeunes s'engagent dans des activités syndicales est vraiment un rôle très important. Le fait de travailler ensemble, le fait d'être ensemble, c'est un aspect très important de cet avenir que nous recherchons. Maintenant, dans l'immédiat, il faut se dire que nous devons maintenant nous embarquer dans une action en ligne. Cette action en ligne nous permettra de parler à toutes les jeunes femmes du monde qui pourront ainsi devenir des militantes, qui pourront parler et se montrer, élever leur voix dans les médias sociaux. Et cela grâce à pas une action en ligne, parce que les rencontres physiques ne sont pas possibles, mais nous ne pouvons pas perdre de temps et nous devons maintenant nous organiser grâce aux nouvelles technologies et cela va nous permettre de communiquer avec les femmes dans le monde et nous permettre aussi d'avancer dans ce travail que nous recherchons. Nous avons 3 voix qui nous viennent des auditeurs, des participants, des participantes, et je prends mon petit papier où j'ai pris mes notes. Adriana Paz, who's the Latin America Regional Coordinator for the International Domestic Workers Federation, and that's a key federation to speak to today. Nous avons ici aujourd'hui une fédération très importante qui est celle d'Adriana, Adriana Paz Ramirez. Je vais parler en espagnol, dit Adriana, pour changer un peu. Bonjour à vous tous ou bonne nuit suivant où vous êtes. Comme l'a dit Madeleine, demain c'est la journée internationale des femmes qui travaillent dans
les foyers, c'est-à-dire du secteur domestique. C'est le secteur qui a été le plus frappé par la pandémie. Nous en avons longuement parlé lors du premier webinaire. Les membres de notre fédération internationale des travailleurs domestiques sont des femmes en très grande partie. En Amérique latine, en Colombie, au Brésil, la plupart des femmes, de ces femmes, sont des femmes noires. Dans d'autres pays, ce sont des femmes d'origine autochtone et à 80% ou 90%. Donc, la majorité des femmes qui travaillent comme domestiques sont des femmes migrantes, autochtones, noires et ou pauvres dans leur grande majorité. Nous avons donc l'intersection entre toutes sortes de sujets qui font que ces femmes sont particulièrement vulnérables. Elles ont été frappées par la crise, elles ont été vraiment sans aucun revenu parfois. Elles ont répondu à notre appel, nous les avons interrogées et je voudrais savoir ce que nous pouvons faire, Madeleine, pour les soutenir et pour les aider. Pour nous, pour notre mouvement, il a été très important et c'était notre projet principal, très important de donner la valeur à ce travail domestique qu'on considère comme un non-travail. Or, ces femmes, depuis des décennies, demandent que l'on reconnaisse leurs droits. Le travail dans les foyers, le travail dans les maisons, dans les familles, c'est un travail à titre plein. Ce ne sont pas des membres de la famille, les travailleuses et travailleurs domestiques. Ce sont des personnes qui ont droit d'être protégées sur le plan social. Elles ont droit au respect, elles ont droit à la dignité. Et nous avons deux conventions internationales, celle de 1989 et celle de, bien sûr, la numéro 190 qui concerne la violence à l'égard des femmes sur les lieux de travail. Il s'agit donc maintenant de développer une culture qui ne soit plus patriarcale, qui ne soit plus économiquement néoconservateur, c'est-à-dire une culture qui soit soutenue par des femmes où elles aient leur rôle qui leur revient et où les lois injustes puissent être changées. Pendant la pandémie, nos affiliés n'ont cessé de se mobiliser de manière tout à fait remarquable, assurant à leurs membres qu'elles puissent manger parce que ces femmes ont souffert de la faim. Du jour au lendemain, elles ne pouvaient plus travailler. Nous avons donc essayé de vraiment contacter avec force nos membres parce que c'est seulement grâce à une organisation forte que nous pourrons avancer. Je m'arrête là. Je vous rappelle que demain, c'est la journée nationale des travailleurs et travailleuses domestiques. Elle sera célébrée à l'OIT et je rappelle à tous nos camarades que le travail domestique est celui qui permet tous les autres travaux. Personne parmi nous ne serait là si nous n'avions pas quelqu'un pendant ce temps qui s'occupait de notre maison et de nos enfants. L'égalité des genres, l'égalité pour le travail des femmes, l'égalité du respect dû aux travailleuses domestiques, c'est quelque chose qui doit être intégré dans les lois sociales de nos pays. Merci, Madeleine. Merci beaucoup. Je suis désolée, nous avons eu des problèmes techniques avec la traduction, l'interprétation. L'équipe technique a essayé de corriger les choses, mais je vais vous dire rapidement un grand merci. Merci à ceux qui doivent nous quitter. Nous allons continuer les débats pendant ce temps. Notre prochain orateur, c'est Shweta Tripathi de l'Association indienne des femmes. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être là dans ce webinaire
où nous pouvons tous nous voir. I'm speaking on behalf of PSI, Public Services International, as a affiliated union Indian Women Association. Before starting, actually, Avant de commencer, to notify je that voudrais today's dire world que scenario, dans le it monde will be challenging d'aujourd'hui, to achieve gender equality without quality public services. le pire It is serait very de, much required de to ne create pas pouvoir justice parvenir assistance, à l'égalité des quality genres. public services, Parce que especially pour around cela, essential il faut des services services like publics health, également care, où water, electricity, l'égalité est sanitation, and of course cultivée. education. Because the lack of such act, women, girls, and especially youth are the most impacted. Les When femmes et les countries jeunes sont offer ceux qui poor sont affectés le facilities, plus especially in quand developing les pays, countries, surtout les gender pays responsiveness cannot be ensured en without développement, proper ne addressing peuvent and pas leur abolishing the accorder neutral structures, une historical and égalité et non-patriarchal non pas discrimination des used in structures policies neutres, at the évitant workplace que les and in the politiques soient, union et that le can lieu du transform travail et les society, syndicats soient especially dominés women and par youth. le The main patriarcat. barrier hindering gender La responsiveness in plus public grande services barrière is to qui confront empêche les fiscal services fit publics by embracing égalitaires, austerity measures c'est that actually not giving any hope l'ensemble to the des citizens and mesures making the qui situation sont worse. prises et The tax qui avoidance ne is tiennent pas another du tout compte major issue de, actually, des because femmes of which dans ce they do qu'ils not font. paying their fair D'autre taxes part, and il y a therefore l'évasion they are less likely fiscale. to invest in the public services, Il y a maintenant sustainable infrastructure and ceux social qui ne progress veulent pas du that tout are the key investir dans des drivers of the services gender publics equality. Whenever privatization hold their et hands on basic public la services and infrastructure, it privatisation aussi. always result in La increasing privatisation inequality, aura especially among the toujours most vulnerable. l'inégalité comme Dividing budget conséquence, cuts, surtout pour les which this practice travailleuses has a les direct plus impact vulnérables. on the public services. It's not only the bedrock or the populism or social Le unrest, it is populisme also a frontal est un attack on the phénomène democracy, très because important women aussi. tends to be the most Et les dependent on femmes public social services dépendent des with lack services of sociaux capacity to qui shoulder sont unpaid combattus care burden that par falls disproportionately les on women and girls, conservateurs. like Et ce sont cleaning, donc cooking, toujours les looking mêmes after choses qui depending tombent family sur leurs members épaules. are Elles seen as travaillent pendant unfit la and journée dans for une some industrie et tertiary quand elles rentrent chez industries. elles, il faut Women cuisiner, also il do faut more faire la unpaid lessive, il faut care and s'occuper domestic des works enfants. than men, Et 10 times d'autre as more part, in elles Pakistan, sont 7 times des more in India, domestiques and qui 3 ne sont times pas more in payées, Nepal and souvent très Bangladesh. très peu, This et vast notamment dans disproportionate beaucoup de pays comme situation le means that Pakistan, l'Inde et le financially Népal, one cités century par also, Shweta. women have a few opportunities Les for femmes ont education, peu de chances training, and work, également, making encore their aujourd'hui, economic de se empowerment former, very difficult. d'aller à In l'école, Indian women d'acquérir domestic ainsi work, leur they are often indépendance. Et trapped même in quand low elles wage, réussissent poor quality à work, sexual travailler, harassment, physical threats, elles non-recognized sont soumises au many harcèlement, à la depends violence, on their au protection in mépris disadvantaged conditions, de leurs with consequences that co-travailleurs. current institution Elles impose doivent sensitivity. accepter des This salaires beaucoup plus scenario bas que leurs condition collègues we hommes. Et understand ce the most scénario et effectively cette in current discrimination public health system when the se current retrouvent aussi dans COVID-19 le has been système de introduced santé. Nous into it. l'avons If constaté we lors see de la today pandémie. also the backbone of the public Aujourd'hui, health nous system, voyons that is d'ailleurs que la community health base du workers and système de childcare santé workers publique are seen as volunteer workers in all over the a country été and menée are par des given many volontaires workers' souvent, rights such par as des no bénévoles, wage, no employment notamment benefits like des maternity gens leave, qui paid n'avaient leave, social rien du security, tout, qui ne recevaient rien du all tout, qui these are n'avaient denied as they are aucun filet volunteers, social. not workers. And On it's a, really on a unfortunate dit to que de see toute manière, that c'était when des college volontaires et graduates donc with qu'ils this ne pouvaient pas être pandemic situation considérés of comme des travailleurs. COVID-19, these workers are Dans la situation sick de and COVID-19, working day and night, les femmes sacrificing travaillaient their lives and pratiquement jour et wages nuit. for the Elles society and the mettaient leur welfare vie of en the world, danger pour but la they société themselves et had le no right to bien-être work, des no autres. Or, working elles right. n'avaient We aucun need to droit, understand and ces start acting volontaires. to the Nous devons fact donc that mieux private comprendre sector profits on public ce services qu'il is en not est ethical. And if we are thinking that public services are the way mieux in which comprendre que human les rights and prophètes du material rights, secteur privé especially sont women des human voies rights, we néfastes, need to des voies get over néfastes qui well vont à and we l'encontre need du to respect des droits get des over femmes. profits. Nous devons que les It is soins, also nous important devons to faire en protect sorte que les values soins and soient toujours recognize plus importants healthcare workers who que are les profits. majority group of Nous women devons and aider les contribute to the femmes public sector qui sont profits. So, in the qui doivent être conclusion point, de on plus behalf en of plus PSI, I l'aspect actually would like to fondamental urge with du all of you travail dans le that it's secteur public important now to et dans le renew our secteur de la commitment, santé. especially the Renouvelons donc mindset notre toward engagement, the gender equality as a renouvelons human right notre through engagement our vis-à-vis negotiation de and intervention l'égalité at the des state femmes level with the
grâce aux négociations auxquelles nous devrons participer sur le plan de nos pays et faisons en sorte que pour le recrutement, pour la formulation des politiques, pour les recommandations, toujours on tienne compte de la mise en œuvre de stratégies pour des services publics de qualité avec un esprit ouvert et respectant les femmes. Nous devons donner aux femmes la possibilité de jouir de leurs droits et non seulement au travail, mais aussi dans le mouvement syndical et leur permettre d'accéder à des positions élevées. Cette vie pour laquelle les femmes vont de plus en plus s'engager, nous devons la permettre grâce à l'emploi qui sera assuré pour elles, mais nous devrons pour cela, au niveau des syndicats, faire entendre notre voix très fortement pour les droits des femmes. C'est une question féministe que de parler de services publics de qualité et c'est une revendication qui est la nôtre pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci, Shweta. Nous allons entendre maintenant encore une intervention de la part de Susan Marie, qui est une experte de la santé et la sécurité au travail et qui s'est déjà exprimée dans ce sens. À toi, Susan. Merci beaucoup de m'inviter pour prendre la parole ici aujourd'hui. Je parle de la visibilité des femmes pour la sécurité au travail. Les femmes sont toujours soumises à la discrimination et au travail précaire et ce n'est pas visible pour bien des raisons, dont celle de l'inexistence d'une recherche suffisante. La recherche médicale sur les hommes est simplement transférée aux femmes et les services qui existent pour les hommes sont simplement mis à disposition des femmes. Sur le plan sanitaire, ça peut être très ennuyeux. D'ailleurs, les hommes dominent toutes les industries, le transport, les mines, etc. Et on vit même une ségrégation des genres. Pendant la crise que nous avons vécue dans le domaine de la santé, les femmes ont cessé de travailler dans la vente de détail, dans l'agriculture, dans la santé, dans les transports. Et en même temps, les femmes devaient s'occuper du travail chez elles, ce qui, bien sûr, a mis en danger leur santé doublement, ainsi que celle de leur famille. Nous avons vu que un quart des femmes enceintes, notamment, ont été obligées au Royaume-Uni de quitter leur emploi parce qu'on n'a pas pu rendre sûr leur lieu de travail. Et les équipements de protection sont conçus par des hommes pour des hommes. Mais si ces vêtements de protection ne sont pas convenablement ajustés au corps, ils ne servent à rien. Au Royaume-Uni, on dit que ces vêtements de protection sont fabriqués pour un type qui mesure 1,80 m et qui a le physique d'un joueur de rugby. Alors, ce n'est pas très féminin. Et le haut-commissaire aux droits de l'homme s'est écrié en ce qui concerne la discrimination à l'égard des femmes et des filles, que malgré le fait qu'elles étaient toujours dans un rôle critique et au premier plan pour permettre à leur collectivité de fonctionner, elles ne sont jamais au premier plan des réponses lorsqu'il s'agit de prendre des décisions dans le cadre de la pandémie. Malheureusement, dans certains pays, certaines femmes dirigent elles-mêmes les réactions nationales et les progrès réalisés pour couvrir le virus. Donc, ce sont nos vies, la vie des femmes qui font que nous devons, et ce qui fait que nous devons nous engager à fond, nous les femmes. Et je suggère une approche qui soit conforme aux femmes pour ce qui est de la sécurité au travail, et c'est bon pour les gouvernements, les syndicats, les industries et les institutions internationales. Prendre des mesures sur le lieu de travail, permettre que ce lieu de travail soit sûr et que la santé soit respectée, ce sont des aspects qui
concerne aussi bien les hommes que les femmes. Nous devons travailler ensemble et il faut que les femmes soient soutenues lorsqu'il s'agit de participer au travail syndical. Vous l'avez dit déjà aujourd'hui, par exemple, il faut aussi se demander à quelle heure les femmes peuvent sortir de chez elles sans que cela soit un danger pour leurs enfants ou leur famille, ou pour elles-mêmes d'ailleurs. Donc, il faut prendre des mesures en consultation avec les syndicats à tout moment. Il faut améliorer la collecte de données. Il faut améliorer tout ce qui est recherche scientifique pour que les femmes, autant que les hommes, soient visibles et puissent ainsi être à la base de politiques qui soient vraiment conformes à l'égalité des genres dans leur mise en œuvre. Donc, les travailleuses doivent savoir qu'il faut toujours tenir compte des mesures à prendre et du fait qu'il faut développer la consultation entre les syndicats, car cela est important pour tous, femmes et hommes. Soutenir les inspections du travail en ce qui concerne la protection des femmes au travail, c'est également une mesure importante, tout comme le respect et la ratification de la Convention 189 et de la 190. C'est seulement ainsi que nous rendrons les femmes plus visibles pour ce qui est de la santé et de la sécurité au travail. Merci beaucoup. Nous avons encore 8 minutes et je voudrais donner 1 minute et demie à chacune des conférencières pour répondre à ce qui vient d'être dit. Je crois que c'est April au début qui disait que si les syndicats veulent faire la différence dans la nouvelle normalité, il faut qu'elle soit vraiment active et cela surtout pour le harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel, il est certes à l'extérieur, mais il existe aussi dans nos syndicats. Donc, comment faire en sorte que les syndicats soient exemplaires, libérés de tout harcèlement et de toute violence? Je sais que vous avez fait en partie énormément de travail dans le cadre du hashtag MeToo et je vous donne la parole. Maria. Merci beaucoup. Je crois que ce qui est le plus important de tout, c'est de commencer à parler de tout, de ces sujets. Si nous en parlons, nous voyons ce qui se passe vraiment. Et si nous voulons apprendre quoi que ce soit de la crise du COVID-19, nous devrons d'abord voir toute l'importance du travail syndical et des responsables sur le plan local. Et si nous pouvons créer le même genre d'idées d'urgence et les mêmes préoccupations pour l'égalité des genres et pour la violence à l'égard des femmes, je suis sûre que l'expérience que nous avons vécue tout au long de cette crise, des évaluations des risques, la gestion des risques, je suis sûre que nous pourrons peut-être à l'avenir créer le même sens d'urgence vis-à-vis des problèmes des femmes, vis-à-vis de la violence à leur égard. Puisque pendant le COVID, nous avons réussi à le faire, pourquoi ne pas, après le COVID, aussi agir avec le même sens de l'urgence et en ayant totalement confiance dans les syndicats? Je crois que ce serait une bonne manière d'avancer vers la nouvelle normalité où l'égalité régnerait. Merci beaucoup. April? J'adore cette question. C'est exactement la question qui est liée à notre travail futur. Je reprends ce qu'a dit Maria. Il faut d'abord créer un espace pour dialoguer. Il faut vraiment mettre en question les normes de nos institutions. L'AFL-CIO a un code de conduite qui régit tous les espaces virtuels ou personnels. Il s'agit de se comporter d'une certaine façon, de s'engager d'une certaine façon dans un espace que nous essayons de créer pour pouvoir participer, notamment au Conseil du travail de Washington. Nous avons plusieurs actions pour
mettre fin à la violence à l'égard des femmes par des ateliers, des formations, l'identification des meilleures pratiques, afin d'être certain que tous ces accords puissent vraiment être fidèlement mis en œuvre. Alors, les politiques sont très jolies, les stratégies, c'est très joli, mais quand il s'agit de la réalité, plus il y aura de femmes, plus on se concentrera sur ces comportements et plus on se concentrera sur les vraies solutions. C'est vraiment quelque chose de primordial que d'ajouter le plus de femmes possible. Merci beaucoup. Rose, pour ce qui est du harcèlement sexuel et le fait de s'assurer de libérer nos syndicats de cette violence, je crois que la chose la plus importante, c'est de bien régir, gérer les procédures. Et c'est aussi important de mettre en place des relations et des enquêtes et des recherches qui soient vraiment concentrées sur l'égalité. Parce que ces recherches sont peu souvent spécialisées dans les problèmes des femmes et dans le harcèlement sexuel. Nous pourrions donc essayer de travailler dans ce sens pour mettre fin au harcèlement sexuel dans nos organisations. Si la Convention 190, par contre, est ratifiée, ainsi que la Convention 189, nous aurions déjà une solution qui permettrait d'avancer selon une méthode précise. Merci beaucoup. Sophia, est-ce que je pourrais vous demander à vous aussi de répondre dans ce sens que le rôle des médias, c'est de faire rapport sur les harcèlements sexuels, mais les méthodes ne sont pas toujours bien choisies. Comment les syndicats peuvent-ils mettre en place une méthode? Bien, là aussi, nous devons beaucoup nous former. Parfois, nous utilisons le bon langage, mais nous ne savons pas très bien comment exprimer ce qui s'est passé. Nous avons plusieurs projets de formation dans l'égalité, également pour ce qui est du choix du langage. Des formations aussi pour ce qui est de la manière dont il faut rédiger ou exposer les faits. Mais notre profession est très diversifiée. Mais nous avons, par contre, aussi des textes qui sont préconçus et ces textes et ce style préconçu existent depuis des siècles parfois. Donc, c'est difficile de s'en défaire et d'innover. Il y a une dizaine d'années, j'ai fait une enquête sur mon lieu de travail qui n'était pas le même qu'aujourd'hui, il y a 15 ans. Et j'ai demandé à des journalistes femmes si elles avaient déjà été l'objet de discrimination dans l'exécution de leur travail. Chacune a répondu non. Non, jamais. J'ai posé une question générale, elles m'ont répondu non. Ensuite, j'ai posé une question concrète, même sur le harcèlement sexuel. Et là, on m'a dit oui. On m'a répondu oui. Et la même personne qui m'a dit oui, j'ai été harcelée sexuellement, a dit qu'elle n'avait pas fait l'objet de discrimination. C'est quand même étonnant. C'est difficile parce que les gens ne perçoivent pas les choses ainsi et ne veulent donc pas en parler et ne veulent rien dire même si elles ont été harcelées. Et vous ne voulez pas que ça apparaisse sur votre CV parce que vous ne voulez pas que ça vous bloque dans votre carrière d'une façon ou d'une autre. Et donc, c'est un vrai problème. Ce n'est pas une profession où les femmes sont très actives dans la défense de l'égalité des genres.
dans la lutte contre le harcèlement sexuel. Ce n'est pas un thème qu'elle souhaite vraiment prendre à pleine main. Bien, j'aimerais savoir s'il y a d'autres intervenants. Josie, vous êtes là? Vous voulez prendre la parole? Simplement un dernier commentaire sur cette question de la violence et du harcèlement sexuel. Comment est-ce que votre syndicat travaille pour protéger les membres? Je pense que dans votre économie informelle, le problème existe. Oui, effectivement, c'est un problème. Dans notre syndicat, il n'y a que des femmes à tous les niveaux. Nous sommes très conscientes de ce problème de la violence et du harcèlement sur le lieu de travail. C'est un thème dont nous sommes très conscientes et nous souhaitons être impliqués. Nous croyons dans l'organisation, nous croyons vraiment à l'organisation collective et je pense que c'est une bonne façon de lutter contre le harcèlement sur le lieu de travail que de s'organiser et d'avoir cette perspective de groupe. Merci beaucoup. Je crois que l'on comprend bien quels sont les éléments fondamentaux de cette lutte pour l'égalité des genres. Pour le premier webinaire, nous avions déjà évoqué la nouvelle normalité, mais la nouvelle normalité, ce n'est pas dans un mois ou dans un an, c'est maintenant. Il faut que ces éléments fondamentaux soient mis en place maintenant par les syndicats. Si l'on veut changer les règles, il faut le faire maintenant. Si nous voulons changer la culture, c'est maintenant qu'il faut commencer. Ces webinaires ont été très importants pour les syndicats et pour les membres. C'est une façon de se réunir, de parler, de voir tout le parcours déjà effectué, tous les progrès déjà accomplis. C'est un parcours qui se fait long maintenant et nous avons atteint beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous sommes à un moment critique. Alors, je ne voudrais pas que vous pensiez que je suis une idéaliste, mais effectivement, je crois que nous sommes à un moment charnière. Il y a une urgence qui s'impose à nous et de la même façon que les gouvernements ont été capables de répondre à cette urgence sanitaire, nous devons être préparés à répondre à cette urgence de l'égalité des genres. Voilà, il ne me reste qu'à vous remercier tous les panélistes. Merci à tous les participants, un très gros merci à l'équipe technique et aux interprètes et un merci encore plus grand à mes collègues des fédérations syndicales mondiales sans lesquelles nous n'aurions jamais pu organiser ce webinaire, cette conversation. Alors, nous vous quittons avec un appel à l'action que chacun d'entre nous peut prendre en main pour que l'égalité des genres soit la nouvelle normalité. Merci beaucoup.